d'avoir été là depuis hier. Ceux qui n'étaient pas présents hier, j'aimerais tout spécialement vous souhaiter la bienvenue ce matin. Le SADEN, le Salon des entrepreneurs de Guinée, après l'édition de Cancan et de Kindia, nous voici réunis à Conakry pour 2 jours d'ateliers, partage d'informations, de formations, de panels, de conversations. Et tout cela grâce à vous, premièrement, chers participants, entrepreneurs de la région de Guinée, entrepreneurs guinéens tout simplement. Je vous souhaite la bienvenue. Je l'ai dit hier, je le répète ce matin et je continuerai de le dire. Merci, merci, merci. Parce que grâce à vous, le SADEN est un succès. C'est une chose d'organiser un événement. C'est une chose de coordonner une équipe d'organisation pour avoir ce genre de choses. Mais sans participants, il n'y a pas d'événement. Sans participants, il n'y a pas d'échange. Sans vous, il n'y aura pas de contribution. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez vous donner une très bonne main d'applaudissements parce que vous le méritez. Eh bien, hier, rapidement, pour faire le résumé de ce qui s'est passé, après la cérémonie d'ouverture, nous avons eu 3 plénières, dont une qui parlait de comment faire des champions nationaux dans le domaine de l'agriculture. Nous avons également parlé des performances des incubateurs ici en Guinée. Nous avons aussi parlé du financement des PME. Donc, nous avons également eu un atelier organisé par Fulbright, l'association Fulbright, avec l'ambassade des États-Unis, Ideaton Challenge, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, au 16e étage, pour ceux qui sont inscrits et qui ont commencé les travaux hier. Nous avons également eu le SADEN Inspire, où nous avons eu la chance, l'opportunité d'écouter 2-3 Guinéens, entrepreneurs guinéens, qui ont partagé avec nous leurs difficultés, mais qui nous ont également encouragés à persévérer. Nous avons, pour clôturer, nous avons écouté nos 6 lauréats qui nous ont présenté leurs projets en face des jurys. Ce n'est pas évident de parler en public, mais ils ont pris leur courage à 2 mains, malgré quelques hésitations. Le public a été un petit peu dur avec eux, mais cela fait partie de l'aventure. Les catégories du prix SADEN 2020 sont dans l'agriculture, l'agrobusiness, l'innovation et l'élevage. Pour rappel, aujourd'hui à 16h30, nous aurons les résultats. Les résultats seront annoncés tout à l'heure. J'aimerais remercier tous les entreprises, les entrepreneurs, les participants qui viennent de l'intérieur du pays. Ça n'a pas été évident d'arriver à Conakry, mais vous vous êtes inscrits depuis des semaines, des mois. Vous avez pris le temps de venir à Conakry. J'aimerais vous remercier de façon tout particulière. S'il vous plaît, aidez-moi à les applaudir et leur dire merci. J'aimerais bien entendu également remercier tous nos intervenants qui nous viennent de l'extérieur de la Guinée. Au niveau international, nous savons que ce n'est pas évident en ce moment avec la situation sanitaire, mais merci d'être présents au SADEN. Merci à nos partenaires, à nos sponsors qui nous ont permis de tenir le SADEN de Cancan, de Kindia et maintenant à Conakry, au PEDEG qui est le partenaire champion du SADEN de Conakry, le programme de développement agricole intégré de Guinée, PEDEG. Merci de les applaudir. Merci à Enabel, notre partenaire Kindia et Conakry également. Merci à Guinée Games qui nous accompagne. Merci à Canal+, merci à ITC, le Centre de commerce international. Merci à la BSTP, la bourse de sous-traitants. Le stress, je vais y arriver. J'ai vu la tête du DG et ça y est là, ça m'a stressé. Merci, son directeur est ici représenté. Merci à la BSTP, la bourse de sous-traitance et des partenariats qui nous accompagne depuis 2 ans. Ils étaient là aussi à la première édition. Merci à l'ambassade de Guinée en France, au Portugal, en Israël et au Portugal, ici représenté par Monsieur le conseiller économique. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos amis des médias. Merci beaucoup pour la couverture médiatique. Merci à nos amis de la presse en ligne. Merci à nos amis de la radio. Merci à la télévision. Et j'aimerais dire merci au jelly.com qui est ici avec l'administrateur qui nous accompagne sur toutes les activités du SADEN, M. Boubacar Sansobari. Merci beaucoup. Merci à guinée7.com, à Média Guinée,
à Actu Guinée, à Conakry Live. Merci à Actualité Féminine. Merci à Mosaïque Guinée, à la RTG. Merci à Sabari FM, Nostalgie Guinée. Merci à la CCG, qui est la cellule de communication du gouvernement. Merci à iPluriel. J'espère que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, ne m'en tenez pas rigueur, mais si vous êtes un média et que vous accompagnez le SADEN, nous vous remercions. Je vais maintenant très rapidement, parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais pour écouter toutes ces informations et ces intervenants, ces experts qui ont des choses à vous dire. Eh bien, rapidement, je vais vous donner un déroulé de la journée d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec la première plénière, avec pour thème « Gestion des risques dans les investissements agricoles ». C'est une question. Cette plénière sera animée par M. Boubacar Sansobari, journaliste et administrateur du site lejelly.com. Nous aurons ensuite une deuxième plénière aujourd'hui avec pour thème la seconde vie des produits agricoles. Ensuite, nous aurons un atelier Boost avec Facebook qui sera un atelier de formation portant sur le marketing digital. La participation est limitée, c'est important de le savoir. Ce sera premier venu, premier servi. Et cet atelier aura lieu à partir de 14 h. Nous aurons, juste avant la cérémonie de clôture, comme je vous l'ai dit, nous allons annoncer le vainqueur du prix SADEN 2020. Pour rappeler qu'en ce moment même, il y a déjà 3 ateliers qui sont en cours, dont construire la Merci. Au sein du cluster digital. C'est un atelier qui est organisé par notre partenaire Enabel. Uniquement sur invitation, cet atelier est en train d'avoir lieu dans la salle Matam, si je ne me trompe. Le challenge Ideation, qui a commencé hier, est au 16e étage. Également, le vainqueur de ce challenge sera donné cet après-midi. Et le speed coaching entre entrepreneurs et business coach, également sur inscription, qui est en train d'avoir lieu dans la salle Ratoma. Je crois avoir fait le point. Et une dernière chose, merci à l'hôtel Kaloum qui me demande également de vous rappeler qu'il est important que pour des raisons de sécurité, il n'y ait pas plus de 5 personnes dans l'ascenseur. C'est important lorsque nous faisons les échanges entre les plénières, lorsque nous essayons d'aller dans les différents ateliers, de ne pas se bousculer vu qu'il y a beaucoup de gens. Et pour rappel, 5 personnes dans l'ascenseur, pas plus. Maintenant, avec vos applaudissements, merci de m'accompagner. Nous allons accueillir le modérateur de cette plénière, M. Boubacar Sansobari, sous vos applaudissements. Et pendant que M. Barry se prépare, j'aimerais demander à Mamadou Malado Diallo, entrepreneur agricole, de se préparer également. Madame Mariama Altine Mahaman, je m'excuse. Est-ce que Madame Mahaman est là? Parfait. Merci beaucoup, Madame, d'être là. Je sais que ça a été... Merci beaucoup. S'il vous plaît, avancez-vous. Venez. Merci d'applaudir nos intervenants pendant qu'ils viennent. Prenez place, s'il vous plaît, Madame. Hello. Monsieur Seydou Bari Sidibé. Madame Maïmouna Bari, directrice générale adjointe de NCIA. Merci, s'il vous plaît, de l'applaudir pendant qu'elle avance. Bienvenue, Madame Bari. Je sais que vous avez voyagé de très loin pour nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup pour votre présence. Cher ami, Monsieur Bari, je vous passe la main. Je pense qu'il reste un élément, c'est Monsieur Gilbert Andega Camara. Il est. Et puis il y a Thierno Boubacar Bari de Agro-Guinée. Merci comme l'a dit Salematou. Je dis également merci à tous les participants qui ont fait le déplacement depuis hier autour de cette seconde édition du SADEN. Et merci tout particulièrement de prendre part à ce panel dont elle vous a décliné le thème tout à l'heure, à savoir la gestion des risques dans les investissements agricoles. Alors, avec plus de 6 millions d'hectares de terres arables, une forte pluviométrie et un réseau fluvial dense,
l'agriculture guinéenne dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités d'accélération de la croissance et de création d'emplois durables. Un potentiel qui offre au pays la capacité d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, de dégager des revenus d'exportation importants, notamment par le biais des cultures de rente, et d'ouvrir la voie des investissements rentables et à forte valeur ajoutée. D'autant qu'au-delà de ces données globales, avec la diversité des conditions climatiques, les ressources hydrauliques dont nous parlions tant, ainsi que la fertilité du sol, la Guinée bénéficie par ailleurs d'un avantage comparatif naturel certain dans la production d'une grande variété de produits. Seulement, en face de tous ces atouts, se dressent également des défis tout aussi de taille. Des défis, mais aussi des risques multiples et variés avec lesquels les investisseurs dans le secteur agricole devront composer. Des risques dont Mme Mariam Mohamed Keita, lauréate du prix SADEN 2019, a quelque peu fait l'inventaire à l'occasion du cocktail inaugural de cette seconde édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, le mardi 10 mars 2020, dans cette même salle et devant le président de la République. Elle disait alors en substance que ces risques se rapportent à, je cite, des incidents liés à la destruction par le feu des terrains agricoles, des incidents rencontrés pendant le transport des marchandises, liés aussi à l'absence de protection ou d'assurance pour les exploitants agricoles contre les incidents, des risques se rapportant également à l'accès et à la sécurité des domaines, et enfin des risques se rapportant à l'accès au financement et à la technologie. Comme vous le remarquerez, elle nous aura plutôt facilité la tâche en nous aidant à comprendre ce dont nous allons parler au cours de ce panel et même l'étendue de notre sujet. Du coup, en ce qui nous concerne, nous essaierons surtout de mettre l'accent sur les pistes de solutions, autrement, les stratégies et mécanismes qui peuvent aider à prévenir ou à minimiser les risques pour les investisseurs agricoles dans notre pays d'une part, et d'autre part, avec nos différents intervenants, tous experts dans leur domaine respectif, nous tâcherons de comprendre comment se relever une fois qu'on a subi les risques. Quelles sont les opportunités et les facilités à notre disposition, aussi bien de la part des structures étatiques que du secteur privé ou des partenaires techniques et financiers qui sont à nos côtés. Bref, c'est là le menu de notre panel. Et pour l'épuiser, nous disposons de 90 minutes chrono. 90 minutes qui seront bien sûr réparties entre nos intervenants ici réunis et le public auquel il sera donné l'occasion de faire des amendements et des suggestions, mais aussi de leur poser des questions, parce que le débat se veut participatif et interactif. Avec votre permission, je voudrais revenir sur la présentation des différents intervenants. Nous avons, je le disais tout à l'heure, M. Gilbert Andega Camara, il est responsable de programme à la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, CNOPG. Madame Mariam Altine Maman, elle est de la Banque mondiale. Monsieur Mamadou Malade Diallo, président de la coopérative agro-pastorale, partenariat des jeunes pour le développement durable et de la ferme Espoir Jeune. Vous me permettrez de m'attarder un tout petit peu sur son cas. Parce que M. Diallo est malheureusement l'incarnation toute particulière des risques dont nous allons parler tout à l'heure. En effet, sa plantation de 32 hectares a été réduite en cendres le 27 janvier dernier. Il aura l'occasion de nous en dire davantage tout à l'heure. Nous avons aussi Mme Maïmouna Bari. Elle est directrice générale adjointe de NCA Assurance. C'est connu, quand on parle de risque, on pense aussi à l'assurance. Et puis enfin, Thierno Boubacar Bari, il est président de la coopérative agricole Agro-Guinée. Et maintenant que le décor est planté, on va passer au débat proprement dit. Et pour cela, je me tourne en tout premier vers Mme Altine Maman. Votre institution accompagne tout particulièrement la Guinée dans un certain nombre de domaines, dont celui de l'agriculture. Alors, quand on vous parle de risques auxquels les investisseurs sont confrontés dans le secteur agricole en Guinée, à quoi vous pensez tout particulièrement? Ok.
C'est bon, c'est allumé? Ok. Bonjour à tous et merci, monsieur le modérateur. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du SADEN pour m'avoir associé à cette session de partage d'expérience, qui est quand même une belle expérience. Sur une thématique aussi importante, notamment la gestion des risques agricoles. Donc, en ce qui concerne cette thématique, les risques en Guinée se classifient en un certain nombre de catégories. On a d'abord les risques liés à la production ou aux risques naturels, les risques liés notamment à la gestion des prix et au marché, les risques également en ce qui concerne les risques d'inondation, de sécheresse, d'invasion acridienne. Tous ces risques sont relatifs aux risques naturels. Donc, en ce qui concerne les changements climatiques, ils ont un impact extrêmement important sur les défis et constituent un défi majeur auquel l'humanité fait face. En ce qui concerne la gestion de ces risques, donc la Banque mondiale dispose d'un certain nombre d'outils qui aident la Guinée à prévenir et mitiguer ces risques, notamment le mécanisme de relèvement, la composante d'intervention d'urgence qu'on appelle CERC. C'est une composante à $0 qu'on peut activer en cas de risque et de catastrophe. Il est important de souligner qu'en ce qui concerne les inondations, elles ont comme pour conséquence une perte majeure de la production végétale. Donc, avec des impacts qu'on peut estimer en 2013, au niveau des 23 bassins fluviaux dont dispose la Guinée, 6 au moins sont chaque année affectés par les inondations, notamment les bassins du Niger, Bafing, et avec à peu près 11 000 ménages affectés et plus de 15 000 hectares. Donc, c'est juste pour vous donner une idée des dégâts par rapport à ces risques. Et les mécanismes qui existent, on peut activer en cas de crise et catastrophe, à la demande du gouvernement, activer ce mécanisme pour venir en aide à ces populations. La sécheresse aussi, c'est un des risques majeurs qui est lié à l'augmentation des températures en Guinée. Donc, ce risque peut être mitigué à travers l'utilisation des variétés améliorées à cycle court, notamment des variétés de riz, de manioc, de niébé à double rendement, donc, qui donnent aussi bien du fourrage que des graines. Et c'est des variétés aussi qui sont adaptées au changement climatique. Concernant les feux de brousse, donc les conséquences de ces feux de brousse sont plutôt liées notamment à l'agriculture sur brûlis, l'imprudence également des exploitants, également les feux de brousse précoces, parfois tardifs. C'est ce qui ont des conséquences normalement, engendrent également les feux de brousse. Donc pour ça, les activités qui sont prévues dans d'autres projets financés par la banque, c'est surtout le renforcement de capacité des acteurs en termes de formation, sensibilisation, et également le gouvernement de son côté, dans d'autres pays, prennent des dispositions, notamment pour les feux de brousse précoces. Il donne un calendrier où ça doit être déclenché. Il y a des projets qui sont aussi financés, notamment le PGDRCU, c'est un projet de gestion des risques et catastrophes. Et ce projet a des ressources pour renforcer notamment tout ce qui est digue, renforcer la résilience, également améliorer la résilience des producteurs face au changement climatique. D'accord. Donc, on retient de votre intervention que,
comme on le disait tout à l'heure, les risques auxquels les investisseurs sont confrontés dans le secteur agricole en Guinée sont variés et on en a qui se rapportent à la production, on en a qui se rapportent à la gestion des prix et il y en a une dernière catégorie liée notamment au climat. Mais que pour chacun de ces risques, chacune de ces typologies de risques, la Banque mondiale en association avec la Guinée a prévu un certain nombre de mécanismes pour essayer de gérer les risques. Et je me tourne cette fois-ci vers M. Camara. Vous êtes de la Confédération nationale des organisations paysannes. On va dire que vous êtes un praticien de l'agriculture. On va aborder peut-être de manière un peu plus concrète les risques voilà, auxquels vous êtes confrontés au quotidien pour aider peut-être les gens à cerner mieux de quoi on parle quand on parle des risques auxquels les investisseurs sont confrontés. A priori, ça va, non? Bonjour. Merci de nous avoir associés à ce salon. Alors, partant sur les risques, je pense que Madame a suffisamment amorcé. Et vous avez dit vous-même hier, vous avez essayé d'écouter Madame, une autre dame qui a intervenu hier et qui a suffisamment aussi évoqué sur les risques. Alors, de façon concrète, je vais démarrer par un peu les risques que je dirais les risques naturels, qui sont des risques liés à date sur le changement climatique que nous tous nous connaissons aujourd'hui, qui se concrétisent ou qui se manifestent par le réchauffement climatique, qui se manifestent par le tarissement des cours d'eau, qui se manifestent par la rareté des pluies, les perturbations même pluviométriques, qui se manifestent par la chaleur, j'en passe. Alors, à côté de ces risques, nous allons parler des risques liés aux facteurs sociaux, technico-économiques également. Nous parlerons aussi des risques liés au structurel, c'est-à-dire liés vraiment à la gestion, à la gouvernance des politiques et programmes de développement agricole. Voilà. Partant des risques naturels, naturellement, il s'agit là des risques auxquels les populations aujourd'hui subissent de plein fouet et ils tentent d'une manière ou d'une autre à résister. L'a déjà évoqué par des approches d'atténuation, des approches d'adaptation au changement. Notamment, effectivement, la vulgarisation à date que nous menons, c'est beaucoup plus travailler sur l'information d'abord pour que les gens prennent conscience de ces risques. Ils sont vraiment conscients. Quand vous parlez avec le paysan, il est parfaitement conscient que le monde qu'on a vécu il y a 25 ans ou il y a même 10 ans n'est pas aujourd'hui les mêmes réalités sur le terrain. Le paysan vous dit là, c'est vrai, il ne va pas de façon très scientifique vous démontrer qu'il y a ce changement, mais il va vous dire purement et simplement, j'ai l'habitude de s'aimer à telle période, mais à date, je suis tenu obligé de décaler à 1 mois ou à 2 mois. J'ai l'habitude de passer toute la saison à arroser avec mon petit cours d'eau ici, mais maintenant, ça ne me fait qu'1 mois, je suis obligé de faire des puisoirs, ainsi de suite. Donc le paysan aujourd'hui, les producteurs, je veux dire, sont vraiment conscients que le changement climatique, c'est une réalité. Donc nous travaillons... De ce côté, ils sont informés. Ils sont informés, ils sont Okay. conscients et on est en train de les informer davantage. Maintenant, il faut travailler sur les effets anthropiques parce que quelque part aussi, on le subit, mais deux fois, on n'est pas suffisamment conscient que nous-mêmes, nous sommes victimes et acteurs. Nous en sommes à la base. Acteurs deux fois de ces perturbations. Donc, il faut travailler nous travaillons dans ce domaine également pour pouvoir vraiment dialoguer avec les producteurs, échanger avec les producteurs pour qu'ensemble, la conscience soit là et du coup, voir dans quel sens il faut aller, quelles sont les pratiques nouvelles d'atténuation et d'adaptation qu'il faille adapter pour vraiment résister et puis continuer à produire. Voilà. Et vous avez évoqué les risques structurels. Oui, les risques structurels, elle en a évoqué également. En fait, les risques structurels, c'est tout ce qui est lié à la gouvernance
de façon globale, de façon macro. Là, je vais parler de l'administration. Tout ce que l'État ou les États font pour vraiment passer une planification stratégique pour pouvoir accompagner la production. La production agro-silvopastorale. À date, nous avons des outils, des politiques qui sont déclinées par l'État. Je vais parler du PNDA, je vais parler du PNDS, je vais parler du PNIASAN. Et il y a des projets et programmes qui accompagnent. Elle en a évoqué, vous-même vous l'avez évoqué, ou la madame qui a introduit le panel a évoqué. Le PEDEC, par exemple, c'est un des projets. Vous avez le PNAFA, vous avez beaucoup de projets qui sont autour du ministère qui essayent de décliner ou de mettre à l'opérationnel ces politiques de l'État. Donc, à ce niveau, effectivement, il y a quelques risques. Il y a quelques risques. Parce que lorsque la planification n'est pas conséquente, lorsque la planification n'est pas exécutée telle qu'elle est faite, planifiée, telle qu'elle est faite, il y a des risques à ce niveau pour l'investisseur. Il y a des risques liés, on en a évoqué ici, ce n'est pas de nouveau aussi, liés à la gestion du foncier. À la gestion du foncier. C'est un véritable risque. Je ne mettrai pas ce risque au premier plan, mais je le mettrai vraiment à un niveau élevé, très élevé. Le foncier aujourd'hui, c'est un problème réel en Guinée. Depuis plus de 4 ans, nous travaillons, c'est-à-dire la Confédération plus les 4 départements sectoriels du développement rural, nous travaillons pour l'élaboration d'une politique foncière. Il y a plus de 3 ans, nous travaillons là-dessus. Mais il faut le dire, c'est la partie la plus sensible en matière d'investissement. C'est la partie la plus sensible. Parce que les humains, les producteurs se déplacent. Vous pouvez changer de filière, vous pouvez changer de truc, mais la terre, vous ne pouvez pas la transporter et puis aller là où vous voudrez vous installer. En plus, la terre reste ce qu'elle est. On ne peut pas l'étirer. La poussée démographique étant là, on ne peut pas étirer la terre pour dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est 12 millions d'habitants, on va augmenter 25 km² de plus pour pouvoir... Donc, elle reste statique. Donc, gérer maintenant cette terre, c'est là le problème. Le diagnostic qui a été posé, nous avons retrouvé plus de 13 documents, plus de 13 lois, codes et autres là, contradictoires en matière de gestion des terres. Peut-être les spécialistes sont là, ils pourront m'aider à étayer cela beaucoup plus de façon explicite. Donc la gestion des terres aujourd'hui constitue vraiment un facteur important. Je ne veux pas aussi trop m'appesantir là-dessus pour ne pas décourager les jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, c'est de les encourager à aller, mais à analyser en profondeur lorsqu'ils veulent s'investir. À y aller en connaissance de cause. À aller avec vraiment beaucoup de prudence là-dessus, parce que la gestion des terres constitue vraiment un facteur réel. Et les risques se rapportant à la gestion des prix, ailleurs, ça se pose comme problème. Est-ce que ça se pose comme problème en Guinée? Oui, je disais toujours, moi je les classerais dans les risques structurels. Voilà, c'est dans les risques structurels parce qu'il y a des services dédiés à cet effet qui, en principe, devraient nous aider à maîtriser, à être informés à temps réel sur non seulement la production, mais aussi à temps réel sur les variations des coûts, les prix, sur les prix. Et il y a des services techniques qui sont dédiés à la matière. Mais là, on n'a pas suffisamment encore de données là-dessus. Bon, il y a des efforts qui sont fournis, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais ça constitue encore un risque parce que le producteur, la finalité, ce n'est pas seulement produire pour consommer, c'est vrai, nous sommes beaucoup plus dans l'agriculture familiale. Notre priorité, c'est produire et consommer. Mais l'excédent, il faut vendre l'excédent. Il faut savoir où vendre l'excédent, à quel prix il faut vendre l'excédent. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des services techniques, et des ONG, des bureaux d'études qui travaillent là-dessus. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas encore évident. Ce n'est pas évident. Il y a des bulletins qui tournent, ainsi de suite. Il y a des efforts là-dessus, mais ce n'est pas encore évident. On n'a pas aussi une politique de commercialisation des produits agricoles en Guinée, à ce que je sache, à date, qui soit éprouvée, qui est connue de tous, pour dire que, bon, voilà, quand je produis le riz à Yomou, forcément le kilo va être vendu à tel prix, c'est garanti. Non, c'est vraiment c'est le marché qui commande. C'est le marché qui commande. Ok. Voilà. En gros, il y a des défis en termes de gouvernance, il y a des défis en termes d'harmonisation d'un certain nombre d'outils de gestion du secteur agricole. D'application surtout. Sinon, on a écrit vraiment des textes. Des textes existent quand même en la matière, mais l'application, des fois, fait défaut. D'accord. Voilà. Les risques liés maintenant aux technico-économiques, oui, là, il faut travailler là-dessus également.
un investisseur qui voudrait vraiment se mettre sur le terrain, investir pour vraiment produire suffisamment, commercialiser. Lorsqu'il n'a pas le minimum de données de base, de données techniques, technico-économiques sur la filière sur laquelle il veut s'investir, lorsqu'il n'a pas de données vraiment fiables, il peut passer à côté, il peut soit sous-estimer ou surestimer son plan d'affaires qu'il voudrait mettre sur pied. Donc là aussi, il faudrait que les services techniques dédiés à la matière travaillent pour vraiment qu'on ait une base de données fiable, solide, qui puisse aider les investisseurs. Par exemple, lorsque je suis à Kankan, je suis à Mandiana, quelque part là-bas, à Kantoumanina, je veux produire de l'oignon, que j'ai tout de suite une fiche technique qui me dit, bon, ok, si tu veux produire de l'oignon de telle variété, sur telle localité, voilà, en prévision, en appliquant tout le paquet technologique, voilà le nombre de kilos que tu peux avoir à l'hectare. Au moins cette donnée de base que je l'ai, des itinéraires techniques que je les ai déjà au départ. Il ne faut pas toujours qu'on continue à aller de la manière dont nous avons fait jusqu'ici depuis 2 années, depuis de trucs. Il faudrait qu'on ait quand même des informations de base fiables qui puissent nous aider à dire, bon voilà, je me lance dans telle filière, je suis dans la production, ou du moins je vais rentrer dans la commercialisation, il faudrait que je maîtrise, il faudrait que j'ai des données de base. Où est-ce que je peux commercialiser, de quelle manière, quels sont les prix de façon permanente. Donc voilà ce que Merci M. Camara. Vous nous avez aidé à un peu mieux cerner les risques dont on est en train de parler. On va aller un peu plus encore dans le concret avec Monsieur Malado. Je le disais tout à l'heure que vous, c'est le 27 janvier, ouais. Vous avez votre plantation, je crois, d'anacarde, notamment, a subi un incendie. Yeah. Et je voudrais que vous reveniez non pas sur les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, parce que les médias s'en sont fait suffisamment l'écho, mais quels sont les dommages que vous avez subis? Merci. Merci aux organisateurs de SADEN et permettez-moi de remercier tout d'abord tous ceux qui nous ont apporté leur solidarité, leur compassion, médiatisé et que les gens en ont parlé. Merci à tout le monde. Comme l'avait dit, le 27 janvier, aux environs de 13h, nous avons eu cet incendie. Et en termes de dommages, comprenez, c'est plus de 32 000 pieds d'anacarde qui sont partis. C'est plus de 2500 acacia mansium, des acacias mansium qui sont réduits en cendres. Et aussi, c'est 32 jeunes migrants affectés qui travaillent là-bas. C'est à peu près 1 hectare de poivron qui est parti. Et voilà, c'est tout un village aujourd'hui qui est resté sans activité. À date, généralement, si ce n'était pas arrivé, chaque année, à partir du mois de février, c'est tout le village qui vient, à peu près plus de 60, 30, 40 personnes, ça dépend, pour ramasser jusqu'au mois de juin. On commence le ramassage au mois de février et ça continue jusqu'au mois de juin. Et cette année, ça ne sera pas possible. L'année prochaine, ça ne sera pas possible. Donc, c'est tous ces efforts qui sont partis et c'est des investissements énormes. C'est des milliards qu'on ne pourra pas dénombrer qui est parti comme ça en un laps de temps, 3 heures de temps. Plus d'une décennie d'investissement, de vie est parti comme ça. Et ce, malgré qu'on avait déjà un parafeu de 10 mètres qui fait la ronde de la plantation et qu'on avait déjà nettoyé tout, mais malgré tout ça là, c'est parti et voilà. Et si vous deviez estimer, peut-être que ce n'est pas encore terminé, mais si vous deviez estimer les pertes subies, vous les estimeriez à combien? Ils ont tenté de faire une estimation, ou bien ils ont tenté de travailler sur ça. C'est après les 4 milliards qui est parti comme ça. Et ça, c'est des engagements, c'est l'économie que des jeunes qui sont là, qui sont ailleurs. Et quand on préparait ce panel, vous m'avez parlé aussi de pondeuses qui ont été... Oui. Affecté. Voilà, il y a un hangar de 1000 pondeuses qui a été affecté et ce hangar appartenait à un groupe de jeunes migrants aussi qui étaient incubés chez nous. Donc, c'est réduit en cendres. La chaleur a tué beaucoup de pondeuses et ça a affecté la ponte.
Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont réduits comme ça, qui n'ont pas d'activité, et c'est un grand problème. C'est un abus moral que nous avons, en fait. Je vous dis clairement, au-delà de cette perte économique et financière, c'est un choc moral. Vous imaginez si vous vous êtes lancé dans une initiative et que des gens ont cru, des gens ont pris leur épargne, vous ont confié pour que vous fructifiez cela et que ça se retrouve comme ça, où est-ce que vous pouvez aller? Je comprends pourquoi alors les banques ou bien les assurances ne viennent pas avec le secteur agricole. Donc c'est un grand problème. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation très difficile, mais voilà, ça ne va pas nous décourager. On a fait un plan de relance et sur lequel nous travaillons déjà. Hier, nous avons eu un entretien avec le ministre des Investissements, parce que le problème aussi, nous ne sommes pas les seules victimes. Aujourd'hui, on dénombre plus de 7 victimes, que ce soit à Bofa, à Forikaria, à Dubreka. Donc, c'est quelque chose qui affecte tout le monde. Et si on ne fait pas attention aujourd'hui, ces investissements vont partir. Et c'est beaucoup lors du panel, lorsqu'on préparait le panel, j'ai à vous expliquer, on avait des partenaires qui devaient venir investir avec nous. Voilà la question qu'ils nous ont posée. Est-ce que le feu est criminel? Oui, c'est criminel. Alors, c'est pas la peine d'investir là où vous êtes. Non, c'est pas criminel. Donc, vous êtes négligent. On ne peut pas faire quelque chose avec vous. Parce que si vous sacrifiez quelque chose de 4 milliards, ce n'est pas l'économie ou bien le capital de quelqu'un que vous allez préserver. Et ce qui est marrant dans tout ça là, jusqu'à présent, il y a des autorités qui sont dans les environs qui ne se sont pas déplacées pour venir constater ou bien apporter leur soutien ou condamner ce qui est en train de se passer. Donc, on parlait de la gouvernance. Ça revient à ce risque. Donc, il y a un laxisme qui ne dit pas son nom à ce niveau. Il faudrait qu'on fasse attention parce que sinon, c'est un désastre, non seulement social, mais aussi écologique. Imaginez combien d'arbres. Nous avons des riches Kenyans, nous faisons du miel sur place. C'est parti en fumée. Donc, le dégât est énorme. D'accord, on va revenir vers vous peut-être pour dire ce qui aurait dû être fait ou pour éviter ou peut-être pour vous soutenir. Mais en attendant, on va faire on continue le tour avec M. Thierno Boubacar Bari. Vous êtes président de la coopérative Agro-Guinée. Vous avez écouté tout ce qui aura été dit sur les risques. Avec vous, on va aborder le volet solution, le volet qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'on peut faire pour prévenir ou peut-être pour minimiser ou même quand on a subi se relever. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bonjour tout le monde. C'est quelque chose de très difficile quand même à éviter, surtout les incendies. Mais tout ce qui est comme risque, on peut faire des choses de précaution, prendre des précautions. Par exemple, parlant de feu de brousse, et M. Diallo l'a si bien mentionné, c'est qu'ils ont fait une étape très importante, faire la ceinture de sécurité de 10 mètres. Et à cela, je pourrais dire, c'est pas s'arrêter à ce niveau, c'est de continuer à éviter tout ce qui va brûler, à dégager cela. C'est important, mais avec la superficie qu'ils ont, c'est très difficile. Ça, je peux comprendre. Mais pour ceux qui n'ont pas une grande exploitation comme le leur, c'est de vraiment, pendant la saison des pluies, c'est d'éviter les mauvaises herbes de pousser, soit en faisant le défrichement. Et ça, c'est des mesures que vous préconisez au niveau individuel d'abord? Oui, au niveau de l'exploitant lui-même. De l'exploitant. Et c'est d'éviter les mauvaises herbes, c'est-à-dire de dégager tout ce qui pourra être source de feu. Et ça, c'est la première des choses. Même si vous faites tout ça chez vous, essayez aussi de voir le voisin et l'encourager de faire comme vous. Parce que le feu peut venir aussi de chez lui. Et avec le voisinage, ça peut vraiment venir sur votre côté. Et pour ce qui est du cas criminel, moi je pense qu'on ne peut pas tellement éviter ça. Mais c'est important d'impliquer beaucoup les gens de la localité,
Et surtout, comme ils ont beaucoup d'employés qui sont du village, mais car cela ne tienne, il y aura toujours des gens qui peuvent être contre ce que nous faisons. Surtout quand on vient s'implanter dans un village où il y a beaucoup de gens. Et ils ont si bien mentionné le problème de foncier. Donc, c'est de vraiment être en bonne entente avec les gens de la localité, c'est important. Parce que je ne pense pas qu'un étranger va quitter ailleurs et venir incendier une plantation. C'est sûr, soit c'est un employé ou une personne de la localité qui peut vraiment causer cela. Mais le plus important, en gros, vous appelez à la bonne cohabitation entre les projets et les zones dans lesquelles ils sont implantés. Oui, c'est ça, c'est important. Et surtout, je reviens toujours sur éviter de garder ce qui va brûler dans votre champ. Et ça, c'est la chose que je pourrais bien conseiller. Je sais que ça va demander beaucoup d'efforts, mais c'est important de le faire. D'accord. Madame Maïmouna Bari, je me tourne vers vous. Et il y a, je ne sais pas si c'est une rumeur, si c'est un rapport avec la réalité, mais on a tendance à dire que les banques, les assurances ne sont pas suffisamment impliquées dans le secteur agricole. Je ne sais pas, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il est possible quand même que les gens puissent recourir à vos services? D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Et merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement ce matin. Et encore un grand merci aux organisateurs du SADEN pour m'avoir associé à cet événement. Donc, pour revenir à la question sur les compagnies d'assurance qui exercent aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas ce qu'on appelle une couverture du risque agricole tel que cela a été débattu. Donc, dans le risque agricole, on parle des inondations, des feux de brousse, on parle des risques climatiques et tout ce dont on est en train de parler. Et cela peut se comprendre même au cours de ce débat. Pour qu'on en arrive à couvrir tous ces gros risques-là, il faut que derrière, il y ait eu de gros accompagnements, à la fois au niveau étatique, mais aussi pour qu'on puisse faire intervenir des réassureurs. Pour que tu puisses convaincre un réassureur à l'international de venir sur ces gros risques-là, il faut qu'il y ait eu vraiment un certain nombre de choses qui a été mis en place qui peut rassurer. De garantie. De garantie. Donc ça, à l'échelle globale, il n'y en a pas. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien des solutions que nous, les assureurs, nous apportons aux exploitants agricoles. Que ce soit sur le matériel agricole lui-même, donc on a toutes les couvertures possibles pour le garantir, mais aussi sur tout ce qui est stock. Donc quand je dis matériel, matériel, ça peut être les tracteurs, tout ce qui est rentré dans le cadre de la production, mais aussi les installations agricoles aussi, nous pouvons les assurer. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son entrepôt où il a son stock, si l'entrepôt est fait en dur, c'est couvert. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas venir assurer le contenu et même l'entrepôt lui-même. Les installations, que ce soit l'installation de plomberie et tout ce qu'il y a, on le couvre dans le cadre de tout ce qu'on appelle l'assurance dommage. Et pour ce qui concerne l'exploitant agricole lui-même, nous avons des solutions pour aussi le couvrir, que ce soit en santé, que ce soit de l'aider pour tout ce qui est individuel accident. Donc, nous avons des produits pour ça. Nous avons aussi des produits pour l'aider à faire de l'épargne. Une épargne qui peut être, c'est-à-dire moyennant une cotisation mensuelle, on peut garantir un certain montant, un capital au bout d'une certaine période qui lui permet de réinvestir ça autrement. Nous avons également des produits qu'on appelle des produits de prévoyance, c'est-à-dire qu'il cotise un montant pendant une période. En cas de décès, il y a un montant qui est versé aux ayants droit. Donc nous avons bien des solutions. Peut-être qu'au niveau de la communication, ça ne se passe pas comme il le faut, mais aujourd'hui, nous avons vraiment une gamme de produits qui est dédiée aux exploitants agricoles. Nous sommes même allés plus loin. Nous avons un produit qu'on appelle NCA-Serré. NCA-Serré est destiné à tout regroupement de personnes de plus de 10, c'est-à-dire de 10 personnes, c'est-à-dire que vous êtes 10, 20, 30, vous venez, vous faites une souscription globale. Donc, dans cette souscription-là, ça fait que les primes sont minimisées. Et dans ça, s'il y a un décès de quelqu'un de sa famille, il y a un montant qui est versé, il y a de l'épargne derrière, mais il y a aussi des remboursements de frais médicaux en cas d'hospitalisation jusqu'à une hauteur qu'on a garantie ensemble dans un contrat.
Donc voilà, il y a vraiment une offre de produits qui est là. Il y a des possibilités, mais peut-être que l'information n'a pas toujours circulé. On aurait aimé avoir quelqu'un du secteur bancaire ici. On ne l'a pas. J'ai envie de vous forcer à être du secteur ce matin pour essayer de savoir est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau des banques en termes d'accompagnement. Est-ce que ça existe dans le monde des banques en Guinée pour accompagner par exemple les investisseurs dans le secteur agricole? Bon, je ne suis pas de la banque, mais je suis des assurances. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle la banque assurance, c'est-à-dire que la banque assurance, c'est un tuyau, c'est un canal qui permet aux assureurs et aux banquiers de se mettre ensemble pour essayer de trouver ensemble des offres packagées pour les clients. Donc nous, aujourd'hui, on se bat au niveau de ces banques-là de développer la filière banque assurance, notamment avec la microfinance et la mésofinance, pour essayer de mettre ensemble des produits packagés à la fois pour accompagner en termes de financement, en termes de couverture des risques, mais aussi en termes de formation. Donc aujourd'hui, c'est un projet. Nous avons avancé avec un certain nombre de mésofinances que je ne veux pas citer pour l'instant. Je sais qu'au niveau des autres banques telles que NCA Bank, par exemple, il y a aussi des projets qui sont en cours d'étude pour essayer d'aller spécifiquement sur ce canal-là. Okay. Donc, c'est ce que je peux dire à l'instant. En gros, les investisseurs doivent aller s'informer auprès des banques et des assurances et que les banques et assurances doivent aussi faire un peu plus dans la communication pour informer des services qu'ils peuvent mettre à disposition. Et je me tourne vers M. Malado. Vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. Après les dommages, vous vous dites qu'est-ce qui aurait pu être fait, soit pour éviter ce qui est arrivé, ou une fois que c'est arrivé, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme soutien? Au niveau, par exemple, au niveau des autorités, quand je parle des autorités, je parle aujourd'hui au niveau des autorités administratives, déconcentrées. Je parle du sous-préfet, je parle des DPA qui sont là-bas, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement, parce que ce sont des secteurs liés. Si aujourd'hui, il accepte de travailler réellement avec la population locale et les autorités religieuses dans les mosquées, parce que nous partageons les mosquées, je pense qu'on peut faire passer de messages et qu'ils comprennent que le feu n'arrange pas et que ce sont des dommages qui sont en train de causer à eux-mêmes ceux qui laissent le feu, ainsi de suite. En gros, la sensibilisation aurait pu aider. La sensibilisation, l'information. Je viens de Mali. Jusqu'ici, tout est brûlé, complètement calciné. Et je me demande où sont les agents des eaux et forêts? Où est le ministère de l'Environnement? Où est le ministère de l'Agriculture? Parce que si nous continuons de brûler tout ce qui existe, demain, nous n'aurons pas où cultiver. Et là, ce sont des problèmes. La deuxième des choses, c'est après que nous avons échangé à l'intérieur, c'est de voir aujourd'hui comment est-ce que, au lieu de faire juste désherber, nous avons pensé, comme il a dit, à aller avec le tracteur pour labourer tout autour. Peut-être avec ça, même si on arrive à laisser le feu, les risques seraient amoindres. Mais c'est surtout le pouvoir judiciaire. Si aujourd'hui on arrive, le feu, c'est criminel, et qu'on arrive à chercher ceux qui ont mis le feu, je vous assure, la prochaine fois, il n'y en aura pas. C'est la deuxième fois que nous avons été victimes. Hier, il y avait M. McCarthy qui expliquait, c'est la troisième fois qu'il a été victime. Donc, on le répète chaque fois comme ça. Il faut que les autorités s'élèvent à tous les niveaux, que ce soit les autorités politiques, administratives, religieuses, pour qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils prennent des dispositions. Mais aussi qu'on respecte, il y a un code forestier, qu'on le respecte. S'il est respecté, ça peut aller. Sinon, ça va décourager davantage les investisseurs. Et aussi, c'est de l'emploi. Imaginez aujourd'hui ces jeunes qui sont là. S'ils n'ont pas d'activité, ils vont faire l'exode rural, ils seront dans les villes. Et s'ils ne trouvent pas autre chose ici, ils vont prendre le désert ou bien la Méditerranée. En gros, ça remettra en cause un certain nombre de projets. Ça remet en cause complètement. Donc, c'est aux autorités de s'élever et aussi de sensibiliser, mais qu'on ait aussi, il y a des institutions qui sont là, qu'on ait des moyens pour, par exemple,
éteindre de feu pareil, parce qu'à 10 mètres, on ne pouvait pas s'approcher du feu. Donc, je pense que ce sont des mesures qu'on peut mettre. Mais aussi, de l'autre côté, il parlait des assurances. Aujourd'hui, c'est la banque et les assurances d'aller vers ces producteurs. Je me dis, on est en train de faire des produits pour le monde rural sans les consulter. Demandez-nous ce dont nous avons besoin. Adapter les produits à nos besoins, ça peut aller parce que nous constituons à peu près 80% de la population et nous sommes en zone rurale. Aujourd'hui, comme vous savez, l'information ne passe pas et les produits ne sont pas adaptés à nos besoins. Donc, il faut réadapter. C'est pourquoi nous appelons à faire une foire, nous sommes en train de discuter, une foire agropastorale où on va réellement discuter de nos problèmes pour que les banques et les assurances comprennent réellement quels sont nos besoins et qu'ils adaptent leurs produits financiers, leurs services financiers en fonction de ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aller. Avec plus globalement toutes les parties prenantes du secteur agropastoral. Exactement. Donc, et aussi, c'est la création, par exemple, au-delà de ces risques incendies, nous avons vu l'année, il y a 2 ans de cela, M. Andega peut en témoigner, il y a des producteurs de pommes de terre qui ont perdu énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde vend des produits agricoles, des intrants, ainsi de suite. Il faut qu'on ait des comptoirs spécialisés et qu'on arrête les commerciaux qui sont en train de vendre dans les marchés. Il faut entrer des produits qui ne sont pas adaptés et ça infecte, le couvert végétal et c'est des problèmes énormes. Nous en avons vu avec la pomme de terre et il y a eu énormément de pertes, il n'y a pas d'assurance, donc ça cause beaucoup de problèmes. C'est de voir des mesures pareilles pour pallier à tout cela, mais encore, c'est arrêter le laxisme. Je me dis, si les autorités se lèvent, on peut arrêter, mais si le laxisme est là, c'est quelque chose qui va continuer et voilà. Les défis sont énormes, mais on peut bien en venir à bout. Ouais. Et Madame Altine, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de mécanismes au niveau de la Banque mondiale, mais on l'aura appris à travers le tour qu'on vient de faire que tout le monde n'est pas toujours informé des dispositions, des dispositifs mis en place. J'aimerais bien que vous reveniez, ne serait-ce que succinctement, sur un certain nombre de programmes que votre institution met à disposition pour aider à juguler les risques dans le secteur agricole. Ce qui concerne le risque lié à l'environnement des affaires, donc actuellement, on a déjà un projet qui est actif, le projet de développement de l'agriculture intégrée en Guinée, qui a un mécanisme de financement qu'on appelle matching grant, financement à coût partagé. Je pense qu'il y a eu déjà un panel sur ça qui a présenté ces outils, notamment c'est des fonds pour financer non seulement les micro-projets, mais également les PME. Donc avec 2 guichets allant de 5 000 à 10 000 $ pour les micro-projets et de 10 000 à 50 000 $ pour les PME. Donc c'est des subventions allant de 60 à 80%. On a actuellement un projet en cours de préparation, un projet de développement de l'agriculture commerciale de 200 millions $. Et sur ce projet, d'abord, en ce qui concerne les risques de sécurité sanitaire des aliments, donc, on a prévu 10 millions $, pour renforcer les capacités des laboratoires. On ne peut pas parler d'agriculture commerciale sans parler des normes de sécurité sanitaire et la qualité des aliments. Donc, ce point est extrêmement important. Ce projet prévoit également des subventions aussi, qu'on appelle matching grant, avec 69 millions $, uniquement pour financer les investisseurs projets, notamment les PME. On a un guichet allant de 10 000 à 100 000 $ pour les coopératives, les porteurs de projets, de plus de 100 000 à 500 000 $ pour le guichet également médium, et de plus de 1 million $, pour les investisseurs de grande capacité qui peuvent être aussi appuyés par la SFI. Donc ce projet, déjà sur les 200 millions, c'est uniquement la contribution de l'IDA. La SFI va mobiliser aussi 200 millions $, notamment 100 millions $ sur les ressources propres et 100 millions
des ressources venant des investisseurs privés. Donc ça, c'est des mécanismes qui existent pour appuyer déjà ces porteurs d'initiatives qui subissent quand même des risques. Et on a une firme qui est là pour assister en termes de renforcement de capacité, parce que il est important de souligner que même si on appuie ces jeunes porteurs d'idées, sans accompagnement sur la durée, c'est la plupart des projets. Donc il faut non seulement les accompagner sur la gestion, le renforcement de capacité, la recherche de la clientèle. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont prévus sur ces questions. D'accord. Monsieur Camara, Andega. En ce qui concerne le risque financier, bon, on sait que le financement du secteur est marginal. En Guinée, c'est à peine 2% qui est financé sur les encours de 2017. Et à peu près 17 banques commerciales avec 170 agences qui existent en Guinée. Mais les banques sont un peu réticentes à financer parce que c'est un secteur qui est mal connu. C'est un secteur risqué. Une des contraintes majeures aussi, il y a une faible structuration des organisations des producteurs. On a eu la chance d'échanger avec des institutions financières qui nous ont dit ils ont des produits sur lesquels ils financent, par exemple, des organisations des producteurs qui sont assez structurées. On donne l'exemple de la Fédération des paysans de Fouta Djallon, qui arrive à avoir des crédits et à rembourser intégralement. Mais tant qu'ils n'ont pas des acteurs en face organisés, structurés, bon, c'est un peu difficile pour eux de financer. Donc c'est une des contraintes majeures aussi. Et la faible couverture, parce que la plupart des agents sont concentrés à Conakry, alors que ça doit être aussi délocalisé sur le terrain. D'accord. En plus de ces risques, il y a des risques liés aux maladies aussi. Notamment pour les investissements privés, tous les investisseurs privés, il y a beaucoup de maladies, notamment la chenille, toutes ces maladies. Il y a des technologies qui existent, notamment la lutte biologique et autres, qui sont diffusées à travers les projets aussi financés par la Banque mondiale. D'accord. Merci madame. Monsieur Camara, au niveau de la Confédération, qu'est-ce que vous faites au niveau de la Confédération pour aider vos membres à gérer les risques auxquels ils sont confrontés? À date, je parlais tantôt de la communication, de l'information par rapport aux différents risques dont ils sont pour certains conscients, certains risques. Mais également, nous travaillons à ce que les gens s'organisent mieux, qu'ils s'organisent mieux par rapport à la riposte, notamment la mise en place des caisses locales. Il y a des mutuelles de santé qui commencent à naître au niveau de nos différents groupements, des différentes unions. Ça, c'est pour un peu pallier à ce... C'est vrai, on a cette difficulté d'accès vraiment aux assurances. Les produits sont peu connus. Ça, c'est une réalité quand même qui est là, qui est vraiment évidente. Donc, nous travaillons vraiment à la base pour qu'au niveau communautaire, au niveau organisation de base, que les gens, naturellement, trouvent les formules qui s'y est pour qu'ils puissent vraiment s'entraider au cas où tel était victime de ceci ou de cela, où l'entraide sociale est développée, ainsi de suite. Mais nous développons beaucoup plus aujourd'hui la stratégie de prévention. Il faut prévenir, il faut informer les gens. Il faut informer les gens. Lorsque vous voulez vous investir, il faut vraiment faire une analyse vraiment du milieu pour pouvoir dire que j'investis là. C'est extrêmement important. C'est vrai, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la gestion des terroirs. Parce que quand vous parlez de la gestion des terroirs, vous avez plusieurs acteurs au niveau du terroir. Plusieurs acteurs au niveau du terroir. Et vous ne pouvez pas les scinder. Vous ne pouvez pas aller dans un village et dire que, bon, comme il y a les risques de feu, tous ceux qui pratiquent de la chasse ne vont plus rester dans ce village. Ou du moins, tous ceux qui font de l'agriculture sur Brili ne sont plus les bienvenus dans ce village ou ne pourront plus pratiquer. Non. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut, c'est travailler en matière de gestion sociale, la gestion sociale des terroirs.
Nous travaillons quand même dans ce domaine pour montrer à tout le monde, pour développer des stratégies de complémentarité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous travaillons sur la chaîne de valeur. Sur la chaîne de valeur, vous ne pouvez pas scinder vraiment les différents acteurs, mais c'est de les mettre en synergie d'action pour leur montrer que tout ce que moi j'ai fait, l'autre a de l'intérêt là-dessus. Hein, et qu'il peut avoir vraiment de complémentarité. C'est extrêmement important. Et lorsque nous parlons, par exemple, sur un des volets que nous développons beaucoup aujourd'hui, c'est comment insérer les jeunes dans les métiers de l'agriculture. Nous parlons de l'insertion, de l'installation et de l'insertion des jeunes. Le terme insertion, c'est un terme qui a son pesant d'or. Insérer un jeune, ce n'est pas seulement dire que, bon, on l'a accordé un crédit fort, on l'a accordé du matériel, on l'a accordé... Non. L'insérer, c'est l'insérer sociologiquement dans son milieu, où il veut s'investir, où il veut évoluer. C'est extrêmement important. Parce que vous venez avec tout le paquet, tout l'accompagnement qu'il vous faut. Si vous n'êtes pas accepté dans le terroir, vous aurez du mal à développer. Vous aurez du mal à développer. Et cela s'est démontré également dans les documents de la loi foncière que nous avons en cours, parce qu'il y a eu les ateliers régionaux. J'avoue, quelque part, un paysan nous a dit que, écoutez, dire que sécuriser les terres, c'est doter tous les producteurs d'un document certifiant, un titre foncier certifiant que c'est lui le propriétaire. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Du fait que vous avez le titre foncier sur 5 hectares, 10 hectares, cela ne veut pas dire que vous êtes libre, que la terre vous appartient et que vous allez faire là ce que vous voudrez. Non, il y a un autre pan auquel vous devrez passer. C'est de s'insérer au niveau communautaire. Il faut s'insérer au niveau communautaire. Il faut que vous soyez accepté. Il faut que l'activité que vous menez soit acceptée dans le terroir. Donc, c'est ce travail d'information, de sensibilisation, d'études même de foi que nous menons au niveau des communautés. Merci, M. Camara, et merci à tous les intervenants. Par rapport au temps qui nous est imparti, je pense qu'il est arrivé l'heure de donner la parole au public pour que, avec les amendements, avec des suggestions, peut-être même des questions, ils puissent davantage participer au débat et peut-être enrichir le sujet. Du coup, je ne sais pas qui est là pour éventuellement passer le micro à ceux qui veulent intervenir. Et je propose qu'on prenne une première liste de 3 personnes. Après, si à la suite des réponses qui vont être apportées, il y a encore du temps, on verra si on peut aller au-delà de ça, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui aimeraient intervenir? Oui, c'est quel nom, s'il vous plaît? Koulibaly, hein? Qui d'autre? Oui, c'est quel homme? Alors, le troisième, j'ai envie de dire la troisième, ça doit être forcément une fille. Qui? Oui? Je ne vois pas. Hein? Ok, allez-y. Du coup, est-ce qu'on peut donner le micro à Koulibaly? Bonjour à tout le monde. Au fait, j'aimerais intervenir sur deux sujets. La première sur l'insertion que monsieur vient de parler. Au niveau de l'insertion, moi je pense que en essayant d'insérer les jeunes, il faut leur demander leurs besoins. On ne peut pas venir leur dire non, on veut vous insérer ça. On doit leur demander quoi vous avez besoin. En fonction de ça, on peut savoir que ouais, il a un besoin, donc on doit s'adapter pour l'insérer en fonction de ça. Mais quand tu viens l'imposer ou bien lui dire que je vais l'aider en ça, qu'il ne veut pas, ça sera toujours des problèmes. Il va dire non, comme il veut me dire donc je ne peux pas, moi c'est pas ce que je veux, donc ça ne va pas marcher. La seconde, c'est au niveau de l'investissement agricole et des banques. En Guinée, à ce que je chasse,
on n'a pas les banques d'investissement. Toutes les banques qu'on a, ce sont les banques commerciales. Et on n'a pas aussi de banques agricoles. L'agriculture, on est laissé comme ça. Au fait, on n'est pas tout ce que nous faisons, c'est à nos propres moyens et à nos propres frais. Donc, c'est juste demander aux autorités d'essayer de nous aider en essayant de créer des banques d'investissement et des banques agricoles pour nous accompagner dans nos actions. Sinon, à nous seuls, on ne peut pas parce qu'on a tout à fait des problèmes à ce niveau, quoi. Alors, en considérant que la seconde intervention se rapporte à une recommandation, on peut la considérer comme une recommandation à destination de tout le monde, à commencer par ceux qui sont dans le secteur bancaire, par l'État. Mais la première intervention, est-ce que, M. Camara, vous avez une réaction? Est-ce que vous consultez les gens? Est-ce que, voilà, avant de les insérer? Bon, l'insertion, c'est tout un processus, hein, monsieur. C'est pas dit quand vous voulez insérer quelqu'un, vous ne venez pas avec un produit tout fini. C'est pas à vous d'écrire son projet. Celui qui vous dit, d'abord, moi, je m'intéresse au métier de l'agriculture. Je vais juste avoir une unité juste de battage de riz, par exemple. Hein. Je vais m'installer et puis voilà, avoir mon magasin de stockage. C'est le promoteur qui écrit, hein, qui donne ses avis. Ce n'est pas du tout quelque chose d'importé. Quand je parle d'insertion, c'est le travail que nous faisons. Derrière ce qu'il dit, je veux faire ça. Où est-ce que tu veux faire? Quel potentiel tu as? Quel est ton niveau d'intégration dans le milieu où tu veux faire? Qui t'accompagne? Il y a ces préalables. Qui t'accompagne? Avec qui tu veux le faire? Quels sont les risques que tu as autour? Ce sont ces facteurs que nous analysons avec lui. Et au-delà, lui dire que, attention, tout ça, est-ce que concrètement c'est accepté? C'est pourquoi nous parlons même dans la stratégie d'insertion du tutorat. Et il faut le dire, l'insertion du jeune, ce n'est pas dire je suis du terroir, je suis de Kambaya, donc du coup, du fait que je suis de Kambaya, de facto, j'ai accès à toutes les terres, je dois faire ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un premier aspect. Et c'est lui qui n'est pas de Kambaya, mais qui trouve le potentiel à Kambaya, qui veut s'installer là. Il faut travailler pour qu'il s'insère. Parce que dans tous les cas, c'est un Guinéen. Il faut l'aider à s'installer. D'accord. Et l'aider à l'installer, ce n'est pas seulement l'équipement. Il faut travailler au fond pour qu'il soit en corrélation, en communion avec cette communauté qui l'accueille. Voilà. Merci, M. Camara. J'espère que M. Koulibaly, ça va. Et M. Mamadi Camara. Bonjour tout le monde. Et moi, ce n'est pas une question que je vais poser, peut-être c'est des recommandations que je vais faire au CNPG. C'est un constat de terrain et il a parlé de beaucoup d'initiatives. Mais ce qui reste clair, les organisations paysannes qui évoluent dans le secteur agricole, aujourd'hui, il y a un problème de structuration. Donc, je voudrais rappeler à M. Camara du CNPG d'engager des initiatives de structuration. C'est-à-dire, si je dis que de structuration, c'est quoi? Les gens ne sont pas identifiés par secteur d'activité dans le domaine agricole. Et vous verrez qu'il y a parmi les pratiquants ceux qui sont professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont étudié l'agronomie, ils le pratiquent, et d'autres qui ne pratiquent pas. Et la majeure partie sont ceux qui ne sont pas partis à l'école et qui ont des problèmes techniques. Par exemple, il y a des organisations, des groupements qui ont même des problèmes de gérer leurs comptes de trésorerie ou leurs comptes d'exploitation, qui doivent être accompagnés. Mais dans quel serait l'accompagnement? Ça serait un accompagnement d'alphabétisation qui pourrait leur permettre de comprendre qu'est-ce qu'on appelle compte d'exploitation ou compte de trésorerie. Donc je voudrais attirer son attention par rapport à ça, afin qu'ils engagent des stratégies. Ensuite, engager des cadres de concertation permanents et faire une ouverture aux autres organisations paysannes qui veulent adhérer au CNEPG, parce que ce qui est clair, le CNEPG n'est pas, c'est-à-dire ne se retrouve pas sur toute l'étendue, même s'il est sur toute l'étendue du territoire, mais peut-être l'accès... il ne réunit pas tout le monde. Voilà, il ne reçoit pas tout le monde. Donc, et pourtant, c'est une organisation qui appartient aux organisations paysannes. Donc, je voudrais qu'il revoie un peu cette stratégie afin de permettre
une participation inclusive de tous les acteurs du monde rural. Je vous remercie. Vous avez quelque chose à dire, une réaction? D'abord lui et peut-être vous après. Moi, je suis dans la zone de Libreca, mais à Libreca, je pense qu'ils sont très bien structurés parce qu'il y a la filière de maraîchère, il y a la filière fruitière et ainsi de suite. Et j'avoue que, je vous disais, nous, ils nous ont beaucoup aidés au niveau technique et voilà. C'est ce que je voulais dire, je ne sais pas c'est dans quelle zone, mais il faut savoir aussi au niveau de la production, il y a des spécialistes, il y a des amateurs. Il suffit juste de venir au niveau de la fêtière et ils peuvent accompagner. En tout cas, du moins, à Libreca, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Monsieur Camara, je voudrais néanmoins qu'on considère ça comme une proposition, une recommandation qu'il faut inscrire dans vos agendas. Et voilà. C'est bon? C'est extrêmement important. Oui. Allez-y. Monsieur me conforte dans la position parce que mes partenaires financiers sont dans la salle, donc c'est très bien. J'ai encore la liberté d'aller vers eux pour dire, bon voilà, il y a des besoins. D'accord. Mais je voudrais quand même lui apporter quelques informations. Au niveau pays, la structuration des producteurs obéit à des règles? Non, pas des règles, bien sûr, mais obéit à une structure bien voulue par l'État. Vous avez, au-delà de la CNOPG, vous avez 3 autres confédérations. Vous avez 4 confédérations. La CNOPG est beaucoup, à 99%, la confédération qui s'occupe vraiment de la production végétale, à 99%. Vous avez la Confédération nationale des professionnels de l'élevage, la CONASEC. Vous avez la Confédération nationale des professionnels du bois, la CONABOIS, et vous avez la CONAPEG, la Confédération nationale des professionnels de la pêche. Ce sont là les 4 confédérations qui existent au niveau pays. C'est vrai, généralement, les gens, quand on dit CNOPG, ils pensent que nous gérons également l'ensemble de ces trucs. Non. La CNOPG travaille beaucoup plus, à 99%, sur la production végétale. D'accord. Donc, il y a les autres confédérations sœurs aussi qui évoluent. Il a parfaitement raison, il y a encore du travail à faire dans la structuration. D'accord. Oui. Conformément à la loi OHADA, normalement, l'idéal, c'est d'avoir des interprofessions. Parce que les confédérations sont là et si on regarde en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont des interprofessions fortes et presque dans tous les pays de la sous-région. Et ils ont pu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pu mettre en place un modèle de financement innovant qu'on appelle le FIRCA. Et c'est des taxations sur des filières destinées à l'export qu'on met dans un compte et qui financent le secteur agricole. Notamment tout ce qui est recherche, développement, vulgarisation, accès au crédit aux jeunes à travers des fonds de garantie. Donc ça, quand on a des acteurs forts, il faut nécessairement aller vers là. Actuellement, il y a une loi, la loi d'orientation agricole et sous forme de draft, qui doit normalement réglementer tout le secteur agricole. Ce n'est pas encore validé, ce n'est pas encore approuvé. Et cette loi devrait venir aussi avec des textes d'application, notamment les textes sur la mise à jour du code foncier domanial, également la loi, les codes d'application également sur le foncier et tous les documents techniques qui doivent accompagner la mise en œuvre de cette loi. Donc c'est un document extrêmement essentiel pour le secteur et qui manque aujourd'hui. Il faut nécessairement que le gouvernement travaille pour donner au secteur agricole un cadre réglementaire qui réunit tous les acteurs et qui va leur permettre d'aller vers l'agenda de l'agriculture commerciale en soutenant aussi l'agriculture familiale pour les petits exploitants. Vivement l'adoption de ce document. Et c'est Madame Diariatou. Bonjour à tous. Au fait, Monsieur Camara, vous avez parlé des risques structurels, des risques naturels aussi. Qu'en est-il des risques de périssabilité des produits? Car nous enregistrons chaque année beaucoup de pertes de nos produits, tels que les mangues, les pastèques, les tomates. Et quelles sont les solutions que vous envisagez pour réduire cette perte? Merci. Ça fait partie des risques structurels.
À date, nous avons de sérieux problèmes. Ça, c'est le domaine beaucoup plus dans lequel le secteur privé et le gouvernement devraient travailler. C'est quelque part, nous parlons de la faiblesse des infrastructures. Quand nous parlons de la faiblesse des infrastructures, c'est non seulement les infrastructures de production, les infrastructures de conservation, mais aussi les infrastructures de transformation, aussi les infrastructures d'accès. Je vais parler des pistes rurales. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, pour la question que vous posez, c'est pertinent. On n'a pas besoin même d'être quoi que ce soit pour le constater. De 36 ici à Imbaya, vous regardez de gauche à droite, vous constatez que nous gaspillons beaucoup plus que nous utilisons. Nous gaspillons beaucoup plus que nous utilisons. Mais alors, pour ce cas, non seulement aujourd'hui, le réseau routier n'est pas adapté. Quand vous prenez votre camion de la forêt pour des bananes à locaux pour arriver ici, vous égrenez le chapelet 1000 fois pour ne pas vraiment tomber juste dans un embouteillage. Je ne parlerai pas de crevasses, de l'état de la route, d'un pont qui va céder d'un moment à l'autre. Alors qu'on pouvait aujourd'hui avoir des unités à partir des érécorés, de conservation, de la banane, de traitement de la banane avant d'être même exportée. Mais le paysan, il récolte et puis il met dans le truc comme tel. Non, 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 c'est pas comme ça se passe. Elle vient de parler de l'interprofession. Il faut que les gens s'organisent. Mais l'interprofession allait se baser sur ces acquis déjà qui sont mis en place. Sur les acquis qui sont mis en place. Il y a des tentatives. Aujourd'hui, quand vous allez à Timbi, il y a une plateforme de conservation. On doit avoir 200 de cela à travers le pays. Il ne serait-ce que pour la partie gestion vraiment de tout ce qui est périssable. On doit avoir des plateformes de ce genre. On aurait minimisé fortement vraiment tout ce qui est perte post-récolte. Mais on n'est pas arrivé là. La structuration, il faut qu'on la travaille. Nous devons être sur la chaîne de valeur, comme on le dit. Le paysan qui produit ne peut pas s'occuper de comment désenclaver sa zone. C'est vrai. Tout ce qu'il peut faire, c'est à tout moment réitérer, montrer que c'est nécessaire que de son village ou de son bas-fond, de sa plaine, qu'il y ait une piste. C'est ce qu'il peut démontrer à tout moment. Mais il appartient à l'État. C'est des infrastructures lourdes. C'est ce que nous appelons des infrastructures vraiment structurantes. Ça, c'est la fonction de l'État. C'est ce travail qui doit être fait. Aujourd'hui, je parlais des équipements. Des équipements. Il faut que les gens soient dotés des équipements. Ceux qui sont dans le transport, ce n'est pas les camions que vous voyez avec lesquels ils font le transport de la banane, par exemple. Ce n'est pas ces véhicules qui sont adaptés. Ceux qui voudraient s'investir dans ce domaine, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur, ou que ce soit un financement étatique, doivent vraiment travailler de façon très professionnelle. Là, on aurait minimisé vraiment le risque. Nous en parlons partout où nous partons. C'est notre travail, c'est de plaidoyer, c'est de rappeler. On est impliqué à tout moment dans l'écriture de différentes politiques. On en parle des réalités, on en sait. Mais c'est pourquoi je dis, de façon structurelle, on a de sérieux problèmes au niveau structurel. Quand vous revisitez les différentes politiques que nous avons aujourd'hui, tout ce que j'ai dit là, je n'invente rien. Tout est écrit là. C'est bien écrit, c'est bien élaboré. Nous avons des documents vraiment bien élaborés. Ça, on ne peut pas. Mais l'application, il faut dire qu'on travaille pour que cela soit une réalité sur le terrain. Voilà. Mais, merci, M. Camara. On me donne la possibilité... Oui, allez-y, allez-y. Juste pour compléter, M. Camara, sur ce point. Donc, par rapport à votre préoccupation, elle est vraiment... Légitime. Elle est légitime et bien fondée. Ouais. Donc, sur les fruits, parfois, on enregistre jusqu'à 60% de pertes post-récolte, ce qui est énorme. La question des désenclavements des zones de production, elle est extrêmement prise en compte au niveau de la Banque mondiale à travers les projets qu'on finance. On a un projet de 40 millions de dollars qui finance uniquement les pistes rurales. Donc, dans 800 km de pistes. Actuellement, dans le nouveau projet qui est en cours d'approbation, on a aussi 800 km, ce qui fait 1600 km de pistes de désenclavement des zones de production. Il y a à peu près 107 millions qui sont prévus, notamment pour les infrastructures de mise en marché, notamment les plateformes logistiques de gros, les marchés de gros, les abattoirs, parce que la question de l'abattoir est vraiment une question de santé publique même en Guinée. Donc, tous ces montants, c'est vraiment pour accompagner ces genres d'initiatives et surtout mettre les conditions favorables à l'investissement privé.
parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture commerciale sans qu'il y ait ces infrastructures en amont, en termes d'entrepôts, de conservation, des équipements de stockage. Et je peux donner l'exemple du projet WAP qui est terminé, qui actuellement le PEDEG consolide les acquis du WAP. Ils ont introduit des séchoirs de grande capacité de 5 à 10 tonnes pour le séchage des fruits. Et c'est des jeunes femmes, des jeunes dames qui ont bénéficié de ces genres d'équipements. Donc c'est pour vous dire qu'à travers les guichets Mathieu Grant qui existent, c'est des opportunités. Il faut juste ficeler un bon projet et le soumettre et accéder au financement adéquat. Merci madame. On me donne la possibilité de prendre une dernière question. Alors je décide de prendre par ici. C'est M. Amboubou, c'est quel nom? M. Diallo. Qu'on vous donne le micro, allez-y. Merci à tout le monde. C'est Diallo Mamadou, depuis Zirekouré. Je voudrais m'adresser plus à notre partenaire d'assurance. Elle a dit que l'assurance pouvait prendre en charge, par exemple, les tracteurs, les hangars et autres. Maintenant, M. Diallo qui est là, il vient de nous dire qu'il a investi plus de 4 milliards. Maintenant, quelqu'un qui investit 4 milliards dans quelque chose et que vous venez, l'assurance vient lui rembourser 500 millions, parce qu'on sait tous qu'un tracteur, peut-être c'est 500 millions, mais 350 millions. Pourquoi ne pas prendre le champ en charge et laisser l'autre matériel qui est là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est au niveau des produits phytosanitaires. Moi, je fais le maraîchage à Zirekouré. Mais on a constaté sur le terrain, il y a beaucoup de produits sur le marché que la date a expiré. Et ça circule sur le marché. Donc, toi qui investis des millions dans un champ, par exemple, de piment, tu vas au marché, tu achètes un produit que la date a expiré, ça devient toujours un dégât. Qu'est-ce que vous faites pour que ces produits-là quittent le marché? Comment est-ce que vous faites pour que nous ayons vraiment de bons produits phytosanitaires sur le marché? Parce que tout part de là. Je vous remercie. Pour la deuxième question, je ne sais pas si on a quelqu'un ici qui vous pouvez y réagir. Donc on y va d'abord avec la première question qui est adressée à Madame Barry de NCA. D'accord. Donc merci beaucoup. Si j'ai bien compris la question, monsieur veut ne pas assurer le champ de façon globale et plutôt que d'assurer le matériel agricole. Donc, il me semble que j'avais commencé par introduire que l'assurance du champ global répond à une technicité, à une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus, complexe que celle du matériel. Et qu'en l'état actuel des choses, on n'a pas vraiment des réassureurs qui peuvent s'engager avec nous, vu l'accompagnement et vu tout ce qu'on a aujourd'hui derrière nos champs agricoles. Donc ça, ce n'est pas possible. Par contre, pour ce qui est du matériel agricole, donc on connaît bien la valeur, on connaît bien comment c'est structuré, comment c'est. Aujourd'hui, nous avons les outils pour cela. Donc pour répondre à monsieur, on fait on fait avec ce qui est disponible aujourd'hui. Et ce qui est disponible aujourd'hui, ce qu'on peut correctement tarifier, c'est vraiment le matériel agricole. Donc pour le champ, pour le moment, ce n'est pas encore possible. Et en gros, à défaut de perdre tout, vous donnez la possibilité de récupérer une partie. Récupérer une partie. Voilà. Donc c'est ça. Monsieur Barry. Je vais répondre à la deuxième question. Et je pense que c'est la responsabilité du producteur de s'assurer que ce que tu achètes n'est pas périmé. Parce que comme on dit toujours, le conseil qu'on donne, en termes de semences, tu as parlé de piment par exemple, c'est important de choisir une bonne semence parce que tout part de là-bas, surtout si tu fais la pépinière. Donc, quand tu achètes un produit, la première des choses, c'est de voir la date. Et aussi, parfois, les noms changent, mais ça se trouve que c'est les mêmes molécules. Et surtout, remarquez, quand tu utilises, parce qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant qui vendent des semences en Guinée. Donc, si tu prends une semence d'une société, que ça marche avec toi, c'est important de maintenir cela et continuer de travailler avec. Et faire attention, quand vous achetez un produit, c'est de connaître vraiment d'où ça vient. N'achetez pas surtout une semence dont elle est ouverte déjà ailleurs. Ce n'est pas vous qui êtes le premier à ouvrir. Sinon, déjà aussi, c'est un problème. Même si la date n'est pas périmée, c'est que vous ne savez pas la provenance. Donc, je ne vais pas trop parler là-dessus. C'est de la responsabilité du producteur
vraiment s'assurer que le produit que tu achètes, ça vient d'une bonne source. Merci. En gros, l'exploitant doit s'entourer du maximum de précautions possibles. Maintenant, moi, je pensais aussi qu'il faut faire une recommandation à l'endroit du service contrôle qualité pour s'assurer que les produits qui circulent sur le marché ne soient pas nécessairement des produits périmés. Je ne sais pas. Je voulais ajouter, mais c'est pourquoi il était important que le ministère de l'Agriculture soit là ou bien le ministère du Commerce. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de vendre des produits phytosanitaires et il y a un grand problème, il y a un enjeu au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Je ne suis pas médecin, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de maladies ou bien des tumeurs qui nous sortent partout qui seraient dues à cela. Vous voyez aujourd'hui, les gens utilisent les produits phytosanitaires, ils ne connaissent pas les enjeux. J'ai vu quelque chose à Magnaro, c'est dans Dubrika. Un enfant, après avoir utilisé le produit phytosanitaire qu'on appelle béret rouge, il a lavé la bouteille pour boire avec. Vous imaginez le danger. C'est des produits hautement chimiques. Donc, il est important aujourd'hui que ceux qui sont en train de vendre ces produits fassent de l'information et de la sensibilisation. Mais de l'autre côté, qu'on essaye de les agréer ou bien qu'on ne donne pas l'accès à tout un chacun de vendre. Allez-y à Madina, c'est des gens qui ne connaissent pas les produits, qui les vendent. Qu'il y ait des comptoirs agréés et qu'on aille vers ce comptoir pour acheter les produits. Deuxièmement, nous avons des centres de recherche qui sont là. Ces centres de recherche travaillent avant de mettre ces produits sur le marché, sinon c'est des problèmes. Tout le monde est malade, sans doute ça vient de cela. En tout cas, il faut faire beaucoup attention avec les produits phytosanitaires. Madame Altine. Je voudrais rappeler que la Guinée est signataire des règlements communautaires de la CEDEAO sur les semences, les engrais et les pesticides, et qui ont été validés, publiés. Et au niveau régional, il y a un comité de gestion des pesticides et chaque pays est appelé aussi à mettre en place et opérationnaliser son comité national de gestion des pesticides. Et le mandat de ce comité national de gestion des pesticides, c'est de faire d'abord l'inventaire des produits obsolètes. Une fois, parce qu'il y a des produits homologués par le site qui sont autorisés à être commercialisés. Mais on retrouve sur le marché des produits non homologués qui sont commercialisés et qui menacent vraiment la santé des populations. Il y a des pays qui ont pris le soin de faire cet inventaire et faire même l'analyse des résidus des pesticides sur les produits commercialisés. Et le constat, c'est que 2-3 jours avant la récolte, il y a des producteurs qui se permettent d'utiliser ces pesticides et de le mettre sur le marché. Donc c'est un sérieux problème de santé publique. Et normalement, ici, la structure concernée, c'est la direction de protection des végétaux qui doit avoir ce mandat de faire l'inventaire des produits obsolètes et de vérifier quels sont les produits homologués qui sont vraiment commercialisés. Merci, madame. Nous nous acheminons vers la fin de ce panel, mais les organisateurs me disent que ils vont nous proposer une vidéo derrière laquelle on va clôturer. Salamatou, on peut aller? Ok, on peut aller, du coup. La République de Guinée a enregistré ces dernières années un taux de croissance relativement élevé, avec 10% environ de taux de croissance du PIB entre 2016 et 2018. Cette croissance a été tirée par des investissements directs étrangers importants qui se sont élevés à plus d'$1 milliard en 2017. C'est dans ce cadre que la conception et la mise en place de la bourse de sous-traitance et de partenariat a été choisie comme action prioritaire. Le plus important pour nous, dans le cadre de la politique portée par le président de la République sur la base du plan national de développement économique et social, c'est une meilleure gestion des impacts. Nous parlons d'impact environnemental, nous parlons d'impact social, nous parlons aussi et surtout d'impact économique. Et donc, pour pouvoir améliorer cet impact économique, l'un des instruments dont nous disposons, c'est la promotion du contenu local. Et c'est pourquoi, parmi les actions que nous avons entreprises,
il y a la mise en place de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Première plateforme du genre en Guinée, la BSTP met en relation les entreprises locales et les grandes entreprises et multinationales dans les secteurs des mines, industrie de transformation, infrastructure, BTP, banque et assurance. Le rôle du banquier, c'est de pouvoir avoir de l'information crédible et d'avoir en face des porteurs de projets qui ont la capacité technique nécessaire qui leur permettent de pouvoir gérer à bout le projet pour lequel ils sont financés. Donc, la bourse de sous-traitance en partenariat avec l'APB va donc créer ce climat-là de crédibilité de l'information. Avec la BSTP, les compagnies minières et autres multinationales pourront dorénavant estimer les impacts directs et indirects de leurs investissements sur l'économie locale. La venue de la bourse de sous-traitance, elle est salutaire pour tout le monde. D'abord les compagnies minières et aussi pour les compagnies locales. Les compagnies minières déjà parce qu'il y a un procès d'intention qui est fait en disant que les marchés ne sont pas donnés aux entreprises locales. Et aussi pour les compagnies locales qui vont voir au niveau de la mise en place de la plateforme une connexion qui va s'assurer que toutes les parties prenantes sont sur la plateforme pour pouvoir échanger et ensuite, à la fin de ce processus, ce que nous espérons à la fin de ce processus, c'est que la bourse de sous-traitance soit capable de nous dire aujourd'hui quel est l'état exact aujourd'hui du contenu local, c'est-à-dire des relations d'affaires entre les compagnies minières et les compagnies locales. En plus de cela, elle appuie le renforcement de capacités des PME locales et leur accès au financement à travers des partenariats avec des structures de formation et les institutions financières. Avec nos partenaires, les institutions financières, la bourse sous-traitance offre aux fournisseurs locaux des solutions d'accès au financement. C'est pour ça, au sein de son conseil d'administration, les banques sont aussi représentées pour qu'on puisse trouver des solutions innovatrices qui permettront à nos entreprises locales d'être accompagnées dans la réalisation de leurs contrats. La BSTP est une opportunité de coordination unique entre le secteur privé, les pouvoirs publics et l'économie locale, avec à la clé la possibilité de décupler les gains au profit de l'intérêt général. Le contenu local ouvre de grandes perspectives. L'emploi de nationaux, la sous-traitance, l'approvisionnement local, la formation et le transfert de technologie. L'objectif reste cependant de diversifier à d'autres secteurs comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, pour avoir des chaînes de valeur plus inclusives et durables. Il est ainsi important pour les entreprises locales qui travaillent avec les industries qui leur permettront de bénéficier des opportunités disponibles sur le marché. La bourse de sous-traitance peut nous apporter un appui technique. Les exigences dues à ces marchés-là sont un peu compliquées. Donc pour changer cela, nous pensons qu'il faut nous aider à nous qualifier, à qualifier nos produits, à nouer des contacts, à faire un plaidoyer, à nous faire part des appels d'offres pour qu'on puisse vraiment avoir ces opportunités-là. Je suis certaine que la bourse de sous-traitance et de partenariat va être un outil de développement du contenu local. Elle va permettre à la Guinée de pouvoir maximiser les retombées économiques des investissements directs étrangers dans le pays, créer des emplois, créer de la croissance pour les entreprises locales. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si je demandais à une personne pourquoi la bourse de sous-traitance et des partenariats, à une seule personne, et je vais, comme par hasard, comme ça, me promener et peut-être tomber sur le DG lui-même de la bourse qui nous dira pourquoi la bourse de sous-traitance. En 30 secondes, est-ce qu'on a un buzzer qui va faire bzzz? Sinon, s'il dépasse 30 secondes, là, applaudissez. On va dire 1 minute max. Merci, Salim. Je suis Ibrahima Diallo, directeur de la bourse de sous-traitance. Mais si je présente la bourse maintenant, les gens ne resteront pas pour le prochain panel. Ah, attention. Bon, très vite, la bourse de sous-traitance est une structure qui a été mise en place par le gouvernement avec l'appui de la SFI, de la Banque mondiale, pour faciliter la mise en relation entre les entrepreneurs locaux et les grandes entreprises ou multinationales, notamment les sociétés minières, les hôtels, les différentes industries. Tout ça pour faciliter l'accès aux opportunités, pour permettre aux entreprises locales d'être plus compétitives et d'accéder au marché. Donc, notamment, cela se passe à travers un mécanisme que je vais expliquer lors de la prochaine séance. Donc ça, c'est tout juste un petit teaser.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, parce qu'en effet, Monsieur Diallo sera sur le prochain panel. Monsieur Barry, je te laisse clôturer ton panel. Merci Salematou, et merci à la Bourse de sous-traitance et de partenariat à travers son directeur général. Nous allons pratiquement vers la fin de ce panel et je voudrais donner la possibilité à chacun des intervenants de formuler une recommandation, une proposition que l'on va retenir de ce débat. Et je commence naturellement par Madame Altine. Ok, d'accord. Merci. Donc, l'accès au financement est la clé de la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, la recommandation, c'est que l'État mette en place les fonds de garantie et les fonds de calamité pour faciliter aussi l'accès au financement à des jeunes, à des femmes, pour la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi dans le secteur agricole. Merci Madame. Monsieur Diallo. Merci Osadin, merci à vous et merci à tout le monde. Mes recommandations, je demanderai à l'État de sécuriser davantage les producteurs et c'est tous ceux qui investissent surtout en milieu rural. Et aux autorités au niveau de ces milieux ruraux de s'impliquer pour protéger ces investissements car ça fait partie de leurs actifs. Et aujourd'hui, aux autorités locales aussi de s'impliquer, je parle de religieux notamment parce qu'ils sont des leaders, ils peuvent faire passer de messages. Madame Barry. Donc mes recommandations vont à l'endroit des partenaires de l'État pour renforcer les mesures d'accompagnement sur le secteur agricole, pour nous faciliter l'accompagnement des différents réassureurs pour répondre aux risques, le risque de couverture de l'assurance agricole. D'accord, merci. Merci Madame. Monsieur Camara. Merci. La Guinée, avant d'être un scandale géologique, c'est un scandale vraiment agronomique, agricole. J'invite tout le monde à y s'intéresser. Nous avons parlé des risques, c'est pas, je le disais tantôt, il ne faudrait pas que les gens s'éloignent du secteur, du domaine agricole. Non, pas du tout. Il suffit juste de les gérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour que toute cette tendance soit inversée. Donc, nous invitons les jeunes à s'investir. Sur la chaîne des valeurs, tout le monde vraiment a de la place pour y travailler et apporter un plus là-dessus. Aujourd'hui, les NTIC sont demandés dans le domaine agricole. C'est pour dire que tout le monde a sa place au niveau du monde agricole. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barry. Enfin. Moi, je dirais surtout au gouvernement, comme l'a dit M. Diallo, c'est de vraiment accompagner les agriculteurs. Et M. Camara l'a si bien mentionné, il y a beaucoup de documents qui sont mis sur place qui doivent être exécutés. Donc, je demande à l'État vraiment de faire un grand effort, de vraiment appliquer ce qui a été recommandé. Et surtout, côté infrastructure, c'est très important. Il y a ces coins qui sont vraiment isolés, qui sont des grands producteurs. Donc, je demande à l'État vraiment de s'impliquer dans le domaine agricole, surtout beaucoup. Merci. Merci M. Barry, merci à tous. Donc, au public, nous sommes au terme de ce panel qui, je l'espère, aura permis à chacun des participants de mieux cerner le sujet et surtout de disposer d'informations pouvant être utiles à chacun et à tous. Quant à moi, je remercie tous les intervenants pour leur mobilisation. Ça n'a pas été évident, c'était très tôt, et pour leur prestation. Merci au public qui nous a prêté son attention et merci à l'équipe de SADEN 2020. Merci encore une fois. Harry, vous êtes prié